Je me suis toujours demandé, pour une raison quelconque, comment les pirates de Somalie et d'autres similaires obtenaient des bateaux aussi rapides, des armes aussi puissantes et des emplacements aussi précis. Mais surtout, comment savent-ils qu'à 500 000 marins de leur côte, un navire passe? Eh bien, ils ne devraient pas avoir leur propre satellite, n'est-ce pas? Qui les sponsorise, les protège et les guide. Là, messieurs, vous allez tout simplement halluciner. Vous avez bien sûr entendu parler des pirates somaliens, n'est-ce pas? Des dizaines de prises de navires loin des côtes de la Somalie. On dit qu'il y a jusqu'à 800 milliards marins au large, sans voir la terre. Voilà ce que ça donne quand on regarde. Ils ont des vedettes rapides et puissantes, des armes modernes, des systèmes de navigation ultra-modernes. D'où viennent-ils, comment, qui les sponsorise? Voilà. Vous êtes bien assis, profondément dans votre fauteuil. Ils sont sponsorisés par les États-Unis, je ne plaisante pas en ce moment. En plus des pirates, il y a aussi en Somalie des bandes armées qui se livrent aux rackets, au vol, au pillage, à la vente d'armes et de drogue. Elles aussi sont sponsorisées par les États-Unis. Mais vous n'êtes plus surpris, n'est-ce pas, hein? Comme nous l'avons découvert, l'Agence des États-Unis pour le développement international eh bien, c'était financé par les États-Unis, disons-le comme ça, oui. Après que nous ayons supprimé l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Pour être plus précis, disons que cela s'est en quelque sorte arrêté. La question est, pourquoi faisaient-ils cela et comment? Comment ont-ils réussi à organiser tout cela et à le couvrir, tout en échappant à la punition de l'Agence des États-Unis pour le développement international? Donc une aide étrangère? Ils ont donc fermé, des enquêtes sont en cours, et ceux qui étaient donc choqués par les actions du Parti démocrate ont déjà commencé à venir, mais il n'y avait personne à qui se plaindre. Où que tu ailles, ce sont toujours les mêmes qui te dénonceront, et ce sera pire pour toi. Et maintenant, il y a là-bas Bombandi, il y a Kash Patel, le Sénat, comme on dit, Grassley, le sénateur vers qui il se tourne. Bon, l'essentiel c'est Trump, c'est clair. Mais commençons par ordre. Somalie. Ils reçoivent une aide au développement, c'est en plus de l'aide humanitaire, depuis au moins 43 ans de la part des contribuables américains, et nous avons été les plus grands donateurs d'aide dans ce pays. C'est-à-dire que sous Ronald Reagan, ils ont commencé à nourrir les bandits, non seulement au Nicaragua, mais aussi en Somalie. Il s'avère que... Je suis sûre qu'après presque un demi-siècle de développement économique financé par les États-Unis, ils ont vraiment une économie développée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gars, je veux vous raconter une histoire vraiment intéressante sur la réalité de l'aide étrangère et à quel point elle est inutile. Parce que, comme nous le disons, le pays de la Somalie et d'autres, en plus d'eux, sont actuellement confrontés à une crise économique depuis que l'Agence des États-Unis pour le développement international a été fermée et supprimée. Qui aux États-Unis aidait ces bandits à garder le pouvoir pendant 43 années d'affilée? Nous leur avons assuré un pouvoir inamovible pendant 43 ans et nous les laissions entrer. Je dirais ça comme ça. Une trentaine de Somaliens aux États-Unis ont pu s'installer ensemble pour rester un groupe distinct, sans se mélanger à la population américaine. Eh bien, il est alors facile de recruter des gens à partir de là, n'est-ce pas? En plus de cela leur a permis d'élire, puisqu'ils se regroupaient leurs propres représentants au Congrès. C'est Elkan Amar. Mais dès que Trump a supprimé les subventions, l'économie de la Somalie d'ailleurs, est-ce qu'elle existait vraiment? Elle s'est effondrée. Les ministres de l'économie mettent en garde contre la baisse des recettes fiscales, l'arrêt de la production économique et l'inaccessibilité de nombreux services essentiels pour la population. Les libéraux s'en servent comme prétexte pour dire « Vous voyez, c'est pour ça que réduire l'Agence des États-Unis pour le développement international était une mauvaise idée. Trump est cruel. Voyez comment nous appauvrissons encore les pays pauvres, mais c'est une réflexion superficielle. En y réfléchissant plus profondément, il faut se demander comment exactement. Est-ce que c'est simplement la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international dont les démocrates disaient que ce n'était pas un gros problème? Et même une petite partie du budget a soudainement un impact aussi dramatique sur certaines de ces économies du tiers-monde. Les gars, j'ai 22 ans et toute ma vie, aussi loin que je me souvienne, les États-Unis ont constamment apporté de l'aide à la Somalie.
Et vous, la génération plus âgée, je suis sûr que ça a commencé bien avant cela. Et pourtant, regardez en 2025 qu'ont-ils construit grâce à cela? Ont-ils fait ne serait-ce qu'un pas en avant? Ont-ils accompli quoi que ce soit grâce à cela? Non, parce que la simple réalité est que l'aide étrangère ne fonctionne pas. Que vous choisissiez de voir cela d'un point de vue optimiste ou pessimiste, la conclusion reste la même. Il était grand temps de réduire cette aide étrangère. Adoptons d'abord un point de vue pessimiste. L'histoire montre que la Somalie n'a jamais vraiment été un pays fonctionnel. Elle ne changera pas soudainement, ni ne deviendra le Wakanda juste parce que vous leur avez donné un peu d'argent. L'aide étrangère est donc inutile et gaspille l'argent des contribuables. Je dirais que c'est un argument solide, mais d'un autre côté, on peut être optimiste et dire que la Somalie pourrait avoir un avenir. Comme on le voit, la dépendance à l'aide étrangère a mené à l'autosatisfaction. Ils n'ont rien construit pour cette raison. Et vous connaissez cette célèbre phrase sur le fait d'apprendre à quelqu'un à pêcher. Pour les faire avancer en tant que pays, il faudra vraiment leur permettre de se débrouiller seuls, les pousser hors de chez eux pour qu'ils arrêtent, vous savez, de rester les bras croisés et qu'ils commencent à construire quelque chose par eux-mêmes. Encore et encore, nous voyons la même chose. L'Europe pensait que les États-Unis la protégeraient tant, et donc elle ne s'occupait pas de sa propre défense. Et maintenant, elle tremble à l'idée que la Russie, avec ses 121 millions d'habitants là-bas, oui, va conquérir les 550 millions de personnes de l'Union européenne. L'Ukraine pensait qu'avec le mémorandum de Budapest, des messieurs et des dames viendraient et ne laisseraient vraiment personne la conquérir. Et elle a déjà perdu au moins 20% de son territoire, parce qu'elle pensait que quelqu'un la protégerait. Les enfants dont les parents les protègent de tout l'attaque et de toutes les réalités et problèmes de la vie ne savent pas comment faire face à ces problèmes. Ils tombent là dans la dépression et finissent par détester ces mêmes parents qui les ont protégés, qui les ont enveloppés dans du coton, comme on dit. Oui, il en va de même pour tout projet de subvention à long terme ou sans limite de durée. Au lieu d'apprendre à pêcher, ils apprennent à détester ceux qui ont du poisson. Les coupes de l'Agence des États-Unis pour le développement international ont eu, selon le chef de la Banque de développement, un impact sérieux sur l'économie somalienne. Pourquoi votre économie est-elle devenue si dépendante de l'Agence des États-Unis pour le développement international qu'elle s'est quasiment effondrée sans aide étrangère? Cela ne me paraît toujours pas durable. Comme je le répète, si cela avait continué 5 ou 10 ans et que cela avait été un processus lent et progressif, pour les remettre sur pied, c'est évident pour moi et cela devrait l'être pour tous vu ce qui se passait. Toute cette histoire était une escroquerie, n'est-ce pas? Ce n'est pas différent de l'Electronic Benefit Transfer ou de la section 8 aux États-Unis, n'est-ce pas? Ces programmes favorisent la pauvreté car, par exemple, si vous gagnez plus de 40 000 $, vous en êtes exclu. En vous mariant avec un revenu commun, vous perdez souvent de nombreuses aides de l'État. Donc, nous avons une structure d'incitation qui pousse les gens à continuer de recevoir de l'argent gratuit et à rester pauvres. Pour la même raison, beaucoup de bénéficiaires d'aide se disent « Quel est mon intérêt à trouver un travail ou à progresser dans la vie, puisque je vais alors perdre cet argent gratuit? » Il est bien plus facile de ne rien faire et de toucher des subventions. Il s'avère que ce n'est pas le seul exemple, et cela concerne aussi bien la politique intérieure que la politique étrangère. Encore une fois, apprenez à une personne à pêcher. Voilà l'histoire. La fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international début d'année a frappé l'économie et les recettes fiscales somaliennes, a indiqué mardi le chef de la Banque de développement du pays. Cela a vraiment eu un impact sur notre produit intérieur brut, a déclaré Coden Osman, présidente de la Banque somalienne de développement et de reconstruction. Il a déclaré cela lors du sommet Financial Times Africa à Londres mardi. Elle a expliqué que la réduction de l'aide avait eu un impact sur l'économie, car les autorités ne s'y attendèrent pas, ce qui a nui à l'activité économique et affecté les recettes de la taxe sur les ventes pour le gouvernement. Eh bien, tout d'abord, on m'a dit que, par exemple, l'Agence des États-Unis pour le développement international s'occupait principalement de questions humanitaires, donc il finançait des hôpitaux. Et, vous savez, des programmes d'eau gratuite, d'eau potable, ce genre de choses. Alors, comment l'activité économique peut-elle être aussi importante à cause de cela? C'est ça les recettes fiscales provenant des ventes. Moi. On m'a traité de complotiste juste parce que je pensais que l'Agence des États-Unis pour le développement international lui donnait beaucoup d'argent pour que les gens dépensent. Alors je demande encore une fois, comment cela peut-il être possible? Je redemande.
Comment avez-vous rendu votre économie aussi dépendante d'une aide étrangère si instable? Par ailleurs, je dois aussi demander cela aux autorités somaliennes, même si je ne le nie pas. Mais en même temps, il faut se demander combien de cet argent de l'Agence des États-Unis pour le développement international retournait directement dans les poches, par exemple des dirigeants étrangers, n'est-ce pas? De ces gouvernements étrangers corrompus qui reçoivent très souvent de l'aide des États-Unis et d'autres pays occidentaux, puis se l'approprient en fait. Eh bien, Oui, ils ont clairement volé. Mais pour obtenir cette aide, il fallait maintenir le pays dans un état proche de la catastrophe. C'est-à-dire ne rien développer qui aurait pu sortir le pays de cette situation précaire. Il existe un programme américain appelé Welfare. C'est un programme d'aide aux pauvres qui prend fin quand le bénéficiaire atteint enfin un revenu annuel de 40 000 $. Alors il faut gagner 39 999 $, pas un centime de plus, et B, travailler au noir pour compléter. Ou alors voler un peu, vendre de la drogue, protéger des prostituées, cambrioler, ou faire autre chose d'intéressant, utile et bien captivant. Et en plus recevoir bien sûr de l'État ce fameux programme d'aide sociale, cette aumône. Le système d'incitation aux États-Unis était conçu ainsi, mais on tente maintenant de le détruire et de le modifier. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça pourra passer par le Sénat et le Congrès. Donc, disons, une femme avec 3 enfants, d'un seul mari, de 2 ou de 3, quelle importance? Et sans mari. Elle a 3 enfants, sans mari. Donc, elle recevait beaucoup d'aide, alors que dans la même situation, là-bas, avec 3 enfants et un mari, elle ne reçoit rien. Genre, qu'est-ce que c'était? Vous avez assez d'argent, non? Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes couples qui ont calculé ce qui est avantageux pour eux et qu'est-ce qui ne l'est pas sans mariage? Vous savez, on dit « bah c'est rien, on a signé, c'est tout, on a changé de nom de famille ». Se séparer est bien plus simple. Dispute, cri, vexation, puis on se quitte. Et puis avec le suivant, ce n'est pas un mari non plus. C'est la même chose. Après tout, c'est plus avantageux qu'il ne soit pas mari, comme ça c'est plus facile de se séparer. Et la femme s'installe sur l'aide des contribuables qui la paient parce qu'elle a décidé de ne pas travailler mais de coucher et d'avoir des enfants. Un autre avantage, c'est que l'enfant grandit sans père. Écoutez-moi bien. 78% des criminels aux États-Unis ont grandi dans des familles sans père. Dans les ghettos, les enfants ont 20 fois plus de chances de rejoindre un gang s'il n'y a pas de père dans la famille. À l'intérieur des ghettos, c'est 20 fois plus. Un enfant a 20 fois plus de chances de rejoindre un gang s'il n'y a pas de père dans la famille. 20 fois plus, 20 fois plus. C'est incroyable. Donc on paie les mères pour qu'elles élèvent des bandits. Une politique gouvernementale remarquable et intelligente. Et quel parti exige que nous donnions l'argent que nous avons gagné non pas à nos propres enfants, mais aux enfants de familles pauvres et détruites, où les femmes font 4, 5, 6 enfants pour gagner de l'argent? Eh bien pour ne pas travailler et pour élever des bandits. Plus précisément pour qu'ils grandissent sans aucune éducation et deviennent des bandits. Hurrah pour nos politiciens intelligents et clairvoyants. Voilà. C'est ça, la démocratie, mesdames et messieurs, la démocratie politique dans toute sa splendeur. Vous croyez sûrement qu'il faut dire ça aux dirigeants du Parti démocrate, non? Ils comprendront et changeront tout. Les dirigeants du Parti démocrate le savent très bien. Ils ont une bonne éducation, un bon quotient intellectuel, ils comprennent tout. Et ils savent tout sur le welfare et sur l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ils sont tout sauf des idiots. Vraiment, ce ne sont pas des idiots, à quelques exceptions près. Bien sûr, il existe des exceptions, mais elles sont rares, pas des idiots. Peut-être qu'ils ne savent pas penser, c'est autre chose. J'ai déjà expliqué ce qu'est penser. Mais alors, s'ils sont intelligents, pourquoi sont-ils élevés? Les bandits dans nos villes et les bandits en Somalie, au Soudan, au Mali, au Nigeria, au Burundi, au Yémen... Micronésie. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré un tel pays de ma vie, mais il s'avère qu'il en existe un aussi. Et il s'avère que l'Agence des États-Unis pour le développement international y a envoyé beaucoup d'argent. Et bien sûr, il y a Haïti, le Zimbabwe, le Kenya et un pays dont le nom m'était totalement inconnu.
Lesotho ou peut-être Lesotho. Je n'avais jamais entendu parler de ce pays ni de quelques autres, mais il s'avère que, pour une raison quelconque, mon argent y est envoyé. Peut-être pour qu'ils aiment les États-Unis ou pour qu'ils ne s'allient pas avec la Chine ou la Russie. Il y a déjà une loi, pour ainsi dire, ouverte. À mon avis, en 1961, la loi d'Andrei Galambas a déjà été publiée. Elle dit ceci. Tout ce que fait la bureaucratie donne toujours un résultat exactement opposé à celui escompté. Si quelqu'un n'a pas compris, je vais le dire plus lentement. Tout ce que fait la bureaucratie, sans exception, donne toujours un résultat exactement opposé à celui escompté. Je suis totalement d'accord. Je l'ai souvent vérifié. Par exemple, ils ont gelé les loyers. Eh bien, ils ont mis une limite, une restriction. Oui. Et ils l'ont obtenu très rapidement. Bâtiments sales et délabrés, infestés d'insectes, drogue et prostitution. Eh bien, la dernière chose, ce n'est peut-être pas si mal, mais tout le reste, en général, ce n'est pas bien. Enfin, comme disait le célèbre Tchernomyrdine. Donc, on voulait faire au mieux, mais ça s'est passé comme d'habitude. Le Parti démocrate moderne s'est donné pour objectif de démanteler les États-Unis d'Amérique. Voici le bastion de l'individualisme. Évidemment, de ce point de vue, il est difficile de contrôler les individualistes, il est difficile de leur prendre ce qu'ils ont, pour ainsi dire, gagner leurs biens, il est difficile de les convaincre de marcher au pas avec tout le troupeau, ce sont des individualistes. C'est pourquoi, en 2000, Soros a déclaré lors d'une conférence à l'Université de New York que le dernier obstacle à la construction d'une société juste dans le monde entier, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le Parti démocrate, à commencer par Soros, qui a soutenu Obama, et on peut dire qu'avec Obama, cela a officiellement commencé à démanteler ce dernier ennemi. Comment ? Donc, la première chose, c'est, eh bien, comme Marx le proposait, donc, en exsanguinant l'organisme du marché libre, le sang dans les veines des relations de marché. Il y a de l'argent, bien sûr, oui. C'est-à-dire, exsanguiner, prendre l'argent à la classe moyenne, c'est ce qu'on appelle la tâche numéro 1. La tâche numéro 2, c'est l'expansion, ébranler les fondements, moraux, la famille, les enfants, l'éducation, le bon sens. Et la tâche numéro 3, c'est monter le frère contre le frère, les enfants contre les parents, les voisins les uns contre les autres. Créer une atmosphère de haine, de suspicion, de méfiance. Alors toute action de l'autre côté est perçue comme horrible. Et cela renforce donc les adversaires dans l'idée que cette horreur, ce racisme, ce fascisme, ce sexisme, cet agisme, tout ce qu'ils ont inventé, n'est-ce pas ? Non seulement il faut, mais il est aussi nécessaire d'éliminer physiquement. C'est-à-dire la destruction de toutes les bases religieuses, lisez, morales de la société américaine. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, respecte. Là-bas, pour ainsi dire, cela devient des mots vides quand la haine fait rage chez une personne. Vous savez, il y a une vieille blague. Un gitan a décidé d'apprendre à son cheval à ne pas manger. Il l'a entraîné, et il avait presque réussi. Mais le cheval est mort. Depuis Obama, on a voulu nous apprendre à être amoraux, illogiques, incohérents, donc pas des individus, mais une partie de la société. C'est-à-dire, pour le dire dans mes mots, un troupeau. Et ils avaient presque réussi à nous apprendre, mais Donald Trump est arrivé, yop. Et maintenant, la question est la suivante. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? NBC vient de publier des nouvelles cauchemardesques pour le Parti démocrate, confirmant ce que nous savions déjà intuitivement. Nous avons désormais des preuves concrètes pour l'appuyer. Le Parti démocrate moderne est officiellement devenu un véritable parti communiste. Cette nouvelle sensationnelle a éclaté quand le maire de Chicago, Brandon Johnson, a appelé à une grève générale pour déstabiliser la société et renverser le capitalisme comme le ferait tout révolutionnaire communiste. Écoutez le discours du maire de Chicago et comparez-le à ceux de Trotsky, Boukharine, Zinoviev et Lénine. Ce que vous entendez maintenant, ce que vous allez entendre, c'est la traduction du marxisme-léninisme en un anglais un peu simpliste. Parce que le maire de Chicago, Brandon Johnson, ne brille ni par son intelligence ni par son éducation.
Eh bien, il n'a tout simplement pas cela. Alors, voici ce que nous devons faire à ce moment-là. Si mes ancêtres, alors qu'ils étaient esclaves, ont pu organiser la plus grande grève générale de l'histoire de ce pays, défiant les ultra-riches et les grandes entreprises, nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. J'appelle les Noirs, les Blancs, les Latino-Américains, les Asiatiques, les immigrés, les homosexuels de tout le pays à se lever contre la tyrannie. Et pour envoyer un message clair aux ultra-riches et aux grandes entreprises, nous les obligerons à payer leur juste part d'impôts pour financer nos écoles, nos emplois, notre santé, nos transports. La démocratie vivra grâce à cette génération. Êtes-vous prêts? L'essence du discours, qu'ils donnent plus d'argent, plus d'argent, qu'ils donnent. Ils ont beaucoup d'argent et nous en avons peu, alors qu'ils donnent plus. S'ils ne donnent pas, alors nous les brûlerons, nous les détruirons, vous n'aurez alors pas un sou, donnez plus d'argent. Ainsi, le marxisme culturel démocratique moderne est ironiquement plus radical et plus en colère que le marxisme traditionnel. Le marxisme oppose riches et pauvres, ouvriers et élites. Les plaintes concernent l'oppression socio-économique. Le marxisme culturel des démocrates est beaucoup plus large dans la définition des oppresseurs et des victimes. Il divise certainement selon la classe, mais aussi selon la race. Les blancs oppriment les noirs. Il divise aussi selon le genre. Les hommes oppriment les femmes. C'est comme si seuls les démocrates pouvaient prendre une idéologie meurtrière et horrible et la rendre encore plus haineuse. Et la raison pour laquelle ils ont élargi le spectre de ceux qu'ils considèrent comme opprimés, c'est pour avoir plus de clients à manipuler afin de les rallier à leur foule en colère pour renverser le statu quo. Donc, peut-être que vous n'êtes pas pauvre, mais eh bien, vous êtes une femme et soumise aux hommes, alors rejoignez notre lutte. Peut-être n'êtes-vous ni pauvre ni femme, mais si vous êtes noir et soumis aux blancs, rejoignez notre lutte. Un appel à la grève générale dans la 3e plus grande ville d'Amérique, ce n'est rien d'autre que de l'incitation à l'émeute. Mais voici Brandon Johnson sur MSNBC en train de défendre son cri de ralliement. Comment, selon vous, définir une grève réussie? S'il y a un moment pour unir les travailleurs dans tout le pays, c'est maintenant. Je me souviens des paroles du Dr King affirmant que l'union des mouvements pour les droits des travailleurs et civiques représenterait un potentiel immense. Et nous sommes en plein milieu de cela en ce moment. Cela signifie que les travailleurs de tout le pays doivent envoyer un signal vraiment fort aux ultra-riches et aux grandes entreprises qui ont reçu, vous savez, certains des plus grands allègements fiscaux et avantages de toute l'histoire de notre pays. Et si nous ne sommes pas prêts à formuler de véritables revendications économiques, si cela signifie bien sûr cesser de travailler, si nous ne sommes pas prêts à cela, alors je ne vois pas comment nous pouvons transformer ce pays. Chaque grand mouvement social de notre histoire avait une stratégie globale, incluant actions en justice, procès et boycotts économiques. Surtout à une époque où la concentration de la richesse ne cesse d'augmenter, alors que de plus en plus de gens peinent à joindre les deux bouts. À la fin de chaque semaine et à la fin de chaque mois. C'est drôle car au cours des 100 dernières années, le niveau de vie de l'Américain moyen a augmenté et non diminué. L'accès à la possession d'une voiture, aux appareils électroménagers, à la télévision, à l'électricité était réservé à quelques-uns seulement il y a 100 ans. Aujourd'hui, les familles où tous travaillent ont souvent 2 voitures. Eh bien, disons au moins 2 téléviseurs, dont au moins un est un téléviseur intelligent, voire les 2. Il y a qu'aussi des ordinateurs, des portables et autant de smartphones que de membres dans la famille. En 1925, il y a 100 ans, la superficie immobilière par habitant était convertie en mètres, de 27 mètres carrés par personne au total. Cela inclut espace de travail, de vie, etc. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est 93. Cela a été multiplié par près de 4, et cela est dû au fait que nous avons commencé à vivre dans de plus grands appartements, de plus grandes maisons, et ainsi de suite. Alors, y a-t-il un salaire? En argent comparable, cela diminuait en 1925. Si on convertit en argent d'aujourd'hui, l'Américain moyen gagnait environ 98 à 99 000 $ et payait 3% d'impôts. Autrement dit, en moyenne,
Les Américains, après avoir reçu leur salaire annuel, ramenaient à la maison 95 760 $. J'ai pris ces chiffres dans le rapport statistique des États-Unis d'Amérique. Donc les services, c'est un nombre statistique, aujourd'hui, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? 95 760 aujourd'hui, ils reçoivent demain sur papier, 80 610 ils paient, 15% d'impôts, donc en main, 68 600 et au total, 95 760 en valeur actuelle. À l'époque, c'était environ 5 000, quelque chose comme ça. Ici, il y a 100 ans, et 68 600 aujourd'hui. Mais grâce aux technologies et à la réduction des coûts de production, on peut acheter beaucoup plus de vêtements, d'appareils ménagers, de voitures et d'autres petites choses. Des services. Donc l'achat d'un logement, l'achat était plus accessible en 1925 qu'aujourd'hui. Voyons ce que cela signifie. Cela signifie que les grèves, les manifestations, les défilés, les protestations, les syndicats n'ont servi à rien. Pour l'achat de biens de consommation, ce sont les nouvelles technologies qui ont aidé, mais pour l'achat d'un logement, dites-moi, l'État prend maintenant 15% au lieu de 3%. J'exagère beaucoup, c'est pour que ce soit clair, pour que la relation soit compréhensible, pour ainsi dire. Donc le pillage de la population a été multiplié par 5. 100 ans ont passé, on nous vole 5 fois plus qu'avant. À cause de cela, il est devenu difficile d'acheter un logement. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Encore une fois, beaucoup de choses sont devenues moins chères. Quoi? Vous avez déjà répondu à cette question. Ce qui a empiré, c'est que le gouvernement vole 5 fois plus. Et c'est pourquoi le logement est devenu moins accessible. Eh bien, vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi alors la grève générale que le maire de Chicago appelle? Je veux dire, il a révélé tout le plan de jeu. Remontez le clip en arrière. Il le révèle en souriant largement. Son objectif est de transformer le pays. Il veut que les femmes, les personnes de couleur, ce qui, soit dit en passant, est très raciste, et la classe ouvrière contrôle, tout cela parce qu'il voit dans les hommes riches, blancs et hétérosexuels comme des êtres mauvais et les méchants de la société. D'ailleurs, l'héritage de Martin Luther King est profané chaque fois que quelqu'un comme Brenda Johnson ou Zohran Mamdani cite ces paroles. Pour obtenir une approbation posthume afin de promouvoir leur agenda marxiste radical, je ne comprends pas comment nous avons combattu si longtemps le communisme à l'étranger, dans de vraies guerres et aussi chez nous, à l'aide d'une législation stricte. Nous avons désormais laissé des agitateurs communistes infiltrer notre gouvernement, semer le désordre et encourager la révolution dans tout le pays. J'ai toujours dit que l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Chez nous, en Ukraine aussi d'ailleurs, ils finiront par défendre l'indépendance et l'honneur de l'Ukraine face à la Russie. Quel honneur! Ils décideront eux-mêmes là-bas, mais ils tomberont aussitôt en esclavage chez les leurs. Et tout sera pareil, simplement en ukrainien. Avant, ils chantaient des chansons russes, maintenant ils chanteront des chansons ukrainiennes, mais sinon, ce sera la même chose. Aux États-Unis, heureusement, il y a moins de personnes soumises au lavage de cerveau. J'ignore pourquoi. Voilà. Probablement, les personnes qui sont plus émotives sont plus facilement manipulées. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. La personne est née ainsi, plus émotive, ressentant davantage les émotions. À l'inverse, quelqu'un de plus pratique, individualiste et renfermé ne fait pas confiance aux émotions et cherche autre chose. Oui, les personnes qui sont plus émotives, Odeti, sont plus facilement manipulées. Et chez nous, on les appelle les membres du Parti démocrate des États-Unis. Regardez ici quelques chiffres de Gallup, parce que Gallup teste cela depuis des années, en fait depuis des décennies. Les dernières données concernent les attitudes envers le socialisme et le capitalisme. En général, lorsqu'on demande aux gens « Avez-vous une opinion positive du socialisme ?» 39% des Américains ont répondu oui, 54% ont une opinion positive du capitalisme. Observez la répartition chez les démocrates et le socialisme, cela reste national. 2/3 des démocrates du pays, pas seulement à New York, déclarent à Gallup avoir une opinion positive du socialisme contre seulement 42% pour le capitalisme. Les républicains indépendants sont différents. Une petite majorité d'entre eux et 3/4 des républicains voient le capitalisme positivement. Mais dans les deux groupes, moins de 50% ont une opinion positive du socialisme. Tout d'abord, je veux attirer votre attention sur un point important.
Selon moi, il est impossible que 14% des républicains aient une opinion positive du socialisme. Être républicain, c'est croire au capitalisme de libre marché. Donc, je placerai ce chiffre plus près de 1% ou 0%, mais d'après les chiffres de ce sondage, la moyenne des opinions positives sur le socialisme parmi les indépendants et les républicains est de 26% et la moyenne des démocrates, selon leur sondage, qui encore une fois me semble bien plus basse, est de 66%. Ainsi, il y a une différence de 40 points entre le système économique que souhaite l'Américain moyen et celui que veulent les démocrates. Voilà pourquoi j'ai dit au début que les démocrates ne gagneront plus d'élections. Ils se retrouvent à nouveau du côté impopulaire d'une question à 80 contre 20. Encore et encore. Les démocrates sont laissants pour des frontières ouvertes, pour que n'importe quel clandestin puisse voter. Que faire de l'argent gagné par les Américains ? Il traverse la frontière, va directement là où on vote et dépose son bulletin. Je veux qu'on prenne 75% de l'argent des Américains pour me le donner. Voilà, donc les démocrates sont pour que les filles et les hommes se lavent dans les mêmes douches, dans les mêmes salles de bain. Donc ils sont contre l'arrestation des criminels, contre l'expulsion des bandits de notre pays. Désormais, quand ils veulent aussi prendre aux producteurs et se répartir un maximum entre eux, quoi. Toujours plus, et encore un peu après. Vraiment comme des bandits vendent de grands chemins. Cette tendance chez les démocrates à l'échelle nationale existe déjà depuis un certain temps. Encore une fois, selon les données de Gallup. Regardez ça. Commençons par le capitalisme. Revenons à 2010. Il y a 15 ans, les démocrates étaient en ça principalement divisés. Ils avaient une opinion positive ou négative du capitalisme. Regardez ce chiffre, il est resté stable, puis ces 5 dernières années, il est tombé à 42%, à peine au-dessus de 40%, et en même temps, regardez ce qui s'est passé avec le socialisme. Encore une fois, ce ratio au sein du Parti démocrate en 2010 était de 50-50. Cela a augmenté, et maintenant? Dans les derniers sondages, 2 tiers des démocrates disent avoir une opinion positive du socialisme. Donc, si Mamdani réussit, Peter à New York, on peut dire que ce n'est pas une surprise que sa version du socialisme soit acceptable pour certains démocrates. Cela pourrait simplement confirmer ce que les sondages disent déjà depuis un moment. Moi, je ne suis pas surpris que ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes obtenir une bonne vie détestent et envient ceux qui ont ce qu'ils aimeraient avoir. Ils voteront toujours pour ceux qui promettent de prendre aux nantis et de donner à ceux qui n'ont rien. Nous construirons notre monde, comme là-bas. Nous construirons notre nouveau monde. Mais ce n'est qu'une introduction. Et le conte consiste à prendre et à partager. Et frapper encore plus fort celui qui avait et à qui tu as pris, parce que c'est justement pour ça que tu le détestes. Mais revenons à SOMA. LA dans leur pays, la pauvreté est généralisée. Et ceux qui sont au pouvoir, qui reçoivent de l'argent des États-Unis, recevaient d'eux des sommes folles, vivant dans un luxe fantastique. Il n'y a pas de travail pour les Somaliens, il est pratiquement impossible de s'en sortir. Aucun espoir, on est, et c'est tout, pour ainsi dire, nulle part. Et là, tout près, passent-en des navires, avec à leur bord des richesses inestimables. On attrape la soupe aux choux, mais pour attraper la soupe aux choux, il faut avoir de la force. Et la force, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie des bateaux à moteur, des armes, de l'entraînement et la capture de navires. Et surtout, il faut que quelqu'un dise quel navire passe, ce qu'il transporte. Car franchement, qui se soucierait de plaques de fer ? Il a fait 500 000 allers-retours là-bas, il y a des plaques de fer. Je ne sais même pas si une telle cargaison existe. Et où exactement ça va se trouver ? Le navire arrivera dans un jour. D'où viendra-t-il ? Comment y parviendra-t-il ? Voilà la seule option. Oui, donc il y a 2 options. La première option, c'est une force surnaturelle. Peut-être. Et l'autre option, ce sont les satellites. Mais la Somalie n'a pas de satellite. Qui en a alors ? C'est très étrange, n'est-ce pas ? Et qui est intéressé par la déstabilisation du monde capitaliste ? Du monde ? Akul Chakalov. Qui d'autre avait le capitalisme ? L'Europe, surtout les États-Unis. Tu ne sais pas ? J'ai un trou de mémoire. C'est qui ? Et voilà que foncent les vaillants pirates somaliens. Mais le plus courageux, bien sûr,
Exemple, visa pour les États-Unis d'Amérique. Là-bas, Ilkan Amar et ses gens organisent la rencontre. Mariage fictif, document, et puis l'affaire. Quelle affaire? Participer à des troubles aux États-Unis, bien sûr contre paiement et par loyauté. Voilà ce qu'on appelle le cycle naturel des Somaliens. C'est tout.